Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les produits laitiers. Alors, il y aura différents intervenants ce soir que je vais avoir l'occasion de vous présenter après. Quelques petites consignes, mais coupez votre micro pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous, et sauf quand vous avez une question à poser, évidemment, autorisez-vous à allumer votre micro. N'hésitez pas à prendre de quoi noter, de prendre de l'eau et d'être relax, tranquille chez vous et bien concentré pour bien écouter ce qu'ils auront à nous dire ce soir. Alors, je vais commencer par une chose, c'est devoir de me présenter. Moi, je suis David Comblin, je suis personal trainer dans la vie de tous les jours. J'accompagne les personnes à retrouver l'énergie au quotidien via l'activité physique contrôlée et en bienveillance. Je reçois en studio, à domicile et aussi en vidéoconférence. Et le premier rendez-vous est toujours offert et sans engagement. Voilà, j'ai fait ma présentation. Maintenant, je vais vous présenter d'abord Caroline, que j'aimerais qu'elle se présente en première. Caroline, est-ce que tu es là? Bonjour, oui, je suis là. Je m'appelle Caroline Matrulot, je suis coach en nutrition fonctionnelle. Je suis basée essentiellement à Lisbonne et également à Paris, mais je fais mes consultations en ligne la plupart du temps. J'accompagne les gens qui souhaitent perdre du poids ou pas, car vraiment l'idée, c'est d'aider les personnes qui recherchent à optimiser leur santé métabolique, avec bien sûr en premier lieu la nutrition, mais aussi d'autres paramètres santé, à savoir le stress, le sommeil, le mouvement, l'exercice physique, etc., à travers des coachings basés sur l'optimisation de la nutrition et de son style de vie. Voilà. Super. Merci à toi, Caro, de ta présence. Geoffrey, tu peux te présenter? Et voilà, moi c'est Geoffrey Reinertz. Alors, en plus de l'accent liégeois, j'ai le nez bouché pour le moment. Heureusement, l'ascorbate de magnésium de Georges m'a sauvé d'une trop longue interruption. À la base, moi j'étais parti pour une carrière hospitalière puisque j'ai commencé par l'anesthésie-réanimation et puis je me suis intéressé principalement à la douleur chronique, ce qui m'a fait quitter l'hôpital par des voies ou par des traitements plutôt naturels si possible, donc acupuncture, hypnose et puis PNL, méditation. Et c'est un peu plus récemment alors que j'ai fini en médecine fonctionnelle grâce à Georges. Bienvenue, Geoffrey. Bien, merci. Abdelaziz, à toi. Bonsoir à tous. Ouais, je suis un habitué, je pense, du webinaire. Certains me connaissent déjà. Donc, je suis Abdelaziz El Mansouri. Je dirige l'école Innov Naturopathie, qui est une école qui a pris les préceptes de la médecine fonctionnelle pour les appliquer à la naturopathie. D'ailleurs, nous, on se définit comme une école qui enseigne la naturopathie fonctionnelle. Mais j'ai une double casquette. J'ai aussi des clients, des gens que je suis, principalement à distance, pour des troubles chroniques et des maladies de génération, comme on dit, des maladies modernes, qui sont les maladies chroniques inflammatoires. Ok, merci à toi et bienvenue aussi, malgré que tu es un habitué, c'est toujours top de te recevoir. C'est gentil. Georges, à toi de te présenter et je dirais en même temps, présente-toi et tu peux lancer les débats quand tu le désires. Bon, on va gagner du temps sur la présentation parce que je crois que c'est un petit peu superfétatoire. Par contre, quelle est cette illusion d'optique qui ressemble à Goliath? Eh bien, à vous de juger. Et Octo est en train de faire un cinéma dans la cuisine pour attirer mon attention. Bon, il va peut-être apparaître, ou en tout cas, son effigie va peut-être traverser l'écran. Nous verrons. Donc, comme je viens de le mettre dans le live chat pour ceux qui sont en live avec nous ici ce soir, donc j'ai invité ces intervenants aujourd'hui parce qu'ils ont des compétences complémentaires. J'aimais bien d'avoir du médecin, Dr Reinertz, de la naturopathie, évidemment, Abdelaziz, un habitué, comme on l'a dit, et Caroline, qui est habituée aussi et qui est plus, si vous voulez, du côté coach nutrition. Voilà. Alors, on va essayer aussi de donner la parole aux participants, mais vous voyez, on a décidé, j'ai décidé de réduire un peu le format du webinaire à quelque chose de proche de 90 minutes, 1h30, parce que pour ne pas
tenir les gens trop tard, surtout en hiver. Ce n'est pas bon d'aller dormir tard, il faut dormir plus tôt en hiver. Et surtout, nous allons faire 8 webinaires. Ceci est le premier de 8 webinaires sur la saison 2023. Et donc, pour ne pas lasser, j'ai trouvé qu'il fallait raccourcir un peu. Si vous avez des idées, des demandes de webinaires, je m'adresse autant aux professionnels de la santé qu'aux spectateurs, rentrez-les. J'ai déjà d'autres idées, mais on a besoin encore de sujets. Et finalement, les sujets qui feront l'objet du plus grand nombre de demandes seront les sujets qui passeront en priorité. J'aime bien le format webinaire parce que sinon, vous avez toujours mon opinion et finalement, ce n'est certainement pas l'idéal. Il faut plusieurs opinions pour s'en faire une, pour se faire une idée. Et si vous voulez, je vais lancer le débat en essayant en étant court. Il ne faut pas essayer, il faut l'être. Et vous allez savoir dans 3 minutes ce que j'espère être le résumé ou en tout cas la conclusion de ce webinaire au sujet des produits laitiers. Moi, ce qui me frappe et qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens, patients ou professionnels de la santé, qui éliminent d'office tous les produits laitiers par principe. Je vois ça, j'entends ça tout le temps. Ah non, moi, on m'a dit d'enlever le gluten. Alors, le gluten, c'est un autre débat, ce n'est pas le débat de ce soir. Bon, là, je suis un peu plus agressif vis-à-vis du gluten et donc je suis plus en phase avec ceux qui suppriment le gluten d'office. On peut comprendre ça pour des raisons physiologiques ou pathophysiologiques, mais supprimer les produits laitiers parce que c'est des produits laitiers, ça me dérange. Et ça dérange beaucoup Abdelaziz aussi. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui, en fait, va, après mon introduction, donner le ton et évoquer les différents sujets sur lesquels les autres vont rebondir. Alors, ce que je propose, moi, c'est de ne pas partir du principe que les produits laitiers sont interdits, mais bien qu'ils sont permis. Alors, je vais en choquer, j'ai déjà ici 3 bordées d'insultes qui sont envoyées sur mon email, sur ma boîte mail. Mais soyons clairs, ils sont permis jusqu'à ce qu'on ait fait le point, parce que dans un lait animal, il y a, comme vous le savez très bien, 3 macronutriments, les protéines, les graisses et les sucres, comme dans à peu près toutes les catégories d'aliments. Les 3 macronutriments des produits laitiers peuvent tous poser des problèmes. Peuvent, pas d'office, mais peuvent. En résumé rapide, les protéines, il y a des allergies via des immunoglobulines G courantes, fréquentes, vis-à-vis des protéines majeures, typiquement la caséine et la bêta-lactoglobuline, parfois aussi l'alpha-lactalbumine qu'on peut doser aussi. Alors, il y a aussi des allergies IgE. Enfin, là, en général, les gens sont au courant et puis ça concerne plus des enfants, c'est rare chez les adultes. Mais donc, il y a des allergies aux protéines des laitages. Est-ce qu'il faut boire des produits laitiers si on y est allergique? Et les allergies, c'est toujours vis-à-vis de protéines? Non. Maintenant, si on a une réaction immunitaire borderline, là, il y a possibilité de négocier, de modérer, d'autoriser dans une mesure raisonnable. Deuxième grand groupe, les graisses. Bon, si vous voulez, il peut y avoir un problème de cholestérol, notamment chez les patients qui ont un génotype ApoE E4, E3 ou E4, voire E4-2. Quand il y a de l'E4, le cholestérol a un impact plus délétère. Il faudrait tenir compte de ça, mais à confronter avec d'autres paramètres, l'oxydation de ce cholestérol et aussi le taux de cholestérol sanguin, parce qu'il n'est pas toujours élevé, et puis il y a des gens jeunes qui n'ont pas de problème vis-à-vis du cholestérol. Mais il y a quand même un bémol du côté des graisses des laitages. Et ne me dites pas
lait écrémé ou produits laitiers écrémés, parce que quand on enlève les graisses, on met des sucres horribles. Ça n'a même pas droit de citer, qu'on ne me parle pas de produits laitiers écrémés. Jamais, même pas demi-écrémés. C'est un non-sens absolu. Abdelaziz dira son avis là-dessus. Et puis, dernière catégorie, ce sont les sucres. Et là, le problème, c'est le lactose. Et alors, il y a des intolérants au lactose. Bon, cette intolérance n'est pas noir-blanc. Il y a toujours possibilité d'avoir des petites quantités de lactose qui passent, mais vraiment petites, si on n'a pas le gène qui active la production de lactase. Et donc, c'est le génotype LCT. Si on est hétérozygote, pas de problème. Si on est homozygote sauvage, pas de problème. Mais si on est homozygote variant, ce qui veut dire que les deux parents ont donné la version faible du gène qui ne permet pas de poursuivre la sécrétion de lactase au-delà de l'enfance ou de la prime enfance, ben, il y a un problème avec le lactose, ça va créer des difficultés de digestion parce que ce lactose va faire le bonheur de prolifération bactérienne avec tout un tas de symptômes désagréables, ballonnement, gaz et dysbiose in fine. Voilà, donc pour moi, les produits laitiers, c'est permis. Je n'aime pas d'entendre beaucoup de professionnels de la santé les interdire systématiquement à tout le monde. Je crois qu'Abdelaziz va vous convaincre de la moitié positive. Je vous ai résumé l'aspect négatif qui ne peut pas évidemment être oublié. C'est un fait. Si vous avez les problèmes que je viens de décrire, ben, probablement que les produits laitiers, ce n'est pas pour vous, ou alors il faut vraiment les prendre d'une manière très, très modérée. Voilà. Je pense que c'est Abdelaziz qui va rebondir là-dessus. Et il a beaucoup de choses à vous dire, mais ça, c'est comme d'habitude. Bah, écoute, merci encore une fois de nous avoir ici avec toi. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai un petit peu épluché le sujet, j'ai un petit peu vu les études. Et comme d'habitude, on se retrouve toujours confronté à la même chose. C'est-à-dire qu'on a deux approches. Il y a toujours cette approche réductionniste qui va s'attarder sur une partie du lait sans prendre en considération quel type de lait. Est-ce que c'est un lait cru? Est-ce que c'est un lait UHT? Et comment ont été nourries les bêtes, etc. Ça rentre toujours dans le même critère de ce qu'on décrivait la dernière fois avec Simon quand on fait face à des études. Et l'autre point, c'est que il y a une autre notion qui est aussi bien plus importante pour nous qui sommes praticiens, c'est que le fait d'avoir des études, de mettre ça en pratique et de le voir sur le terrain, eh ben on a d'autres choses qui apparaissent. Donc, moi, j'ai envie de répondre tout de suite à la question, hein, est-ce que le lait est bon? Est-ce que on doit en boire? Est-ce que c'est bon pour la santé? Ben, en fait, tout dépend. Tout dépend d'énormément de paramètres. Le premier des paramètres, comme je l'ai dit, c'est de comprendre réellement de quel lait on parle, savoir est-ce que c'est un lait industriel, est-ce que c'est un lait qui a été pasteurisé, est-ce que c'est un lait cru, est-ce que la bête a été nourrie avec de l'herbe ou est-ce qu'elle a été nourrie avec des farines? Et c'est toujours pareil, on a un impact sur le lait. Ceci dit, ce qu'on se rend compte, nous, sur le terrain, comme tu le disais par rapport au gluten, c'est que souvent, il y a un effet croisé entre les deux réactions, entre le lactose et justement le gluten. Donc, souvent, on va rencontrer les gens qui ont un problème de tolérance au gluten, auront certainement aussi un problème de tolérance au lactose. Mais, comme on a pu en discuter, toi et moi, Georges, on se rend compte que la plupart des gens qui sont intolérants, donc ils ont une déficience dans une enzyme qu'on va appeler le lactase. Et cette déficience, si tu veux, on s'est aussi rendu compte qu'elle pouvait être comblée par le fait de consommer un lait cru qui contient du lactase. Mais encore, faut-il que ce soit un lait de qualité. Donc, c'est toujours pareil. Il faut aussi bien différencier deux choses distinctes, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, on peut être donc sensible au sucre du lait, qui est le lactose, mais ce que moi, je me rends compte sur le terrain, c'est que j'ai beaucoup plus de personnes qui sont en fait intolérantes à la caséine, qui est la protéine justement du lait. Donc,
Ça, si tu veux, c'est les grandes lignes. Et si tu le permets, on va, je pense, ensemble discuter des différents points, savoir où le lait peut poser problème, définir les causes sous-jacentes, parce que des fois, ce n'est pas juste le fait de ne pas avoir de lactase, c'est aussi peut-être un SIBO, c'est peut-être une hyperperméabilité de l'intestin, c'est peut-être, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et un des derniers points, je pense, qu'on pourrait aussi analyser, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vis-à-vis de la façon dont le lait est produit, donc de la façon dont on va créer ce lait et comment on va le donner à consommer, et surtout les différences des produits laitiers biologiques, par exemple, qui sont nourris avec de l'herbe et les valeurs nutritives qui sont dans le lait. Donc, pour répondre aussi à la question que tu évoquais vis-à-vis de constamment supprimer le lait sans aller plus loin dans la réflexion, c'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des micronutriments dans le lait qui sont vraiment bénéfiques. Donc, sans passer, ce serait assez problématique. Il y avait une autre facette justement du lait. Abdelaziz, c'est peut te couper 2 secondes. Il y a une question ici. Je souhaiterais avoir votre avis sur la consommation de lait cru de qualité et la présence de maladies auto-immunes. Mais on y viendra justement. Je finis Ok. juste de faire la présentation. D'ailleurs, tu m'as perdu là. J'étais parti sur un truc. Alors, si tu es perdu, je rebondis parce que je voulais… on essaie d'avoir un témoignage. Il y a Stéphanie qui est présente parmi nous et qui nous met dans le chat quelque chose au sujet des exclusions d'office. Alors, Stéphanie, elle veut bien parler ou elle est cantonnée à l'écrit du chat? Non, je veux bien parler. Bonsoir tout le monde. Bien. Non, et puis ravie d'être avec vous. Merci. Alors moi, je suis complètement novice dans tout ça. Je m'intéresse à Monsieur Mouton avec beaucoup d'intérêt depuis qu'on m'a fait des tests et qu'on m'a découvert un polymorphisme DIO2. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc, je me fais toutes les capsules sur Internet et sur YouTube. C'était pas convenu entre nous de faire cette promotion, hein, soyons bien clairs. Moi, la raison pour laquelle je pensais que vous alliez intervenir, c'est pourquoi est-ce qu'on vous a enlevé d'office les laitages? J'en arrive. Voilà. J'ai été voir un médecin. Bon, je tairai son nom, peu importe, on s'en fout. Qui m'a dit, dans votre état actuel, donc une hypothyroïdie frustre, plus de lactose, plus de gluten, plus de laitage. Et on ne m'a pas donné d'explication. Donc, en gros, ça fait 3 ans que je ne mange plus de gluten, de lactose et de laitage. Et je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Donc, quand je dis que c'est vrai, et qu'on me l'a fait sans aucun test, on m'a dit le lactose, c'est pas bon, le gluten, c'est délétère, et le soja, l'hypothyroïdie, vous y pensez même plus. Donc, je me suis dit, OK, voilà, j'ai fait confiance au médecin. Donc, j'en suis à 3 ans sans consommation de gluten, de lactose et sans effet à l'origine néfaste, quoi, parce que moi, je sentais pas au fond de moi qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je digérais bien, je mangeais du fromage blanc, je buvais du lait. Voilà, j'allais vers plutôt Abdelaziz. Je buvais du lait cru bio qui me plaisait. Voilà, et donc on m'a arrêté tout ça et voilà, je ne sais pas pourquoi, donc je me renseigne. Merci Stéphanie. Justement, je trouve que ça, merci beaucoup pour ça, parce que c'est exactement en fait le point de départ de ce webinaire. C'est trop facile de faire du systématique. La médecine fonctionnelle, ça doit être personnalisé. Ouais. Et quand on enlève des groupes entiers d'aliments, il y a parfois une bonne raison. Je comprends la raison soja quand on a une hypothyroïdie, mais en réalité, je pense pouvoir dire que le soja ne va pas poser de problème à la thyroïde s'il n'y a pas de déficit en iode. Les aliments goitrogènes ne sont pas éradiqués s'il n'y a pas de déficit en iode. Donc, il faut peut-être vérifier d'abord le statut en iode avant d'enlever tout à long terme. Bon, le soja, évidemment, est grevé de gros soucis à cause de l'énorme
prépondérance du GMO de l'autre côté de l'Atlantique, donc je comprends un peu certaines réticences. Enfin, en plus, le soja, ce n'est pas un groupe d'aliments, c'est un aliment bien précis. C'est ça. Les laitages, je comprendrais s'il y avait des tests qui soutiennent ça. Par principe, sur une hypothyroïdie, pour moi, c'est aller trop loin. Parce qu'alors, on enlève. Et qu'est-ce qu'on va manger à la place? Ce ne sera peut-être pas l'idéal. Le gluten, je serais quand même un peu plus d'accord parce que l'immense majorité des hypothyroïdies sont d'origine auto-immune et là, il faut enlever le gluten. Bon, mais les laitages, pour moi, c'est trop systématique. Enfin, voilà, c'est ça l'idée. Abdelaziz, tu as retrouvé ton fil. On a Oui. faire intervenir quelqu'un, voilà. Là, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au laitage, c'est vrai que souvent, on se rend compte, même sur le terrain, que les gens qui sont sensibles au gluten, il y a dans un gros pourcentage, il y a vraiment une sensibilité croisée avec le lactose. Mais les deux derniers points que je voulais lever par rapport à l'introduction, c'était déjà, d'une part, les études qui étaient tombées par rapport au diabète de type 2 et par rapport au cancer, comme quoi le lait pouvait créer ce genre de problème. Mais bon, ça a été débunké il y a belle lurette. C'est encore un des travers de l'approche justement réductionniste qui s'attarde sur un élément et qui va en déduire certaines choses sans forcément le confronter au réel. C'est un peu ce qu'a subi cette dame et ce qu'elle vient de décrire aussi avec des médecins qui sont un peu trop systématiques. Le dernier point que je voulais aborder par rapport à l'introduction… Attends, Abdelaziz, attends, parce que là, on a vraiment une piste intéressante. Est-ce que Greg est d'accord d'intervenir ou est-ce qu'on lit le témoignage? Greg? Oui, je veux bien intervenir. Parce que votre dernier post sur le chat m'intéresse. Alors, lisez-le nous ou expliquez-nous ça, ce que vous entendez en médecine fonctionnelle vis-à-vis notamment d'une fibromyalgie, qui n'est pas le sujet du jour, mais par contre, les laitages, ça oui. Alors, moi, je vous suis énormément, Monsieur Mouton, et je suis un autre docteur qui est encore plus médiatique sur Bruxelles. J'ai lu son dernier bouquin, Pleine Santé, et qui dit que pour refaire la fonction intestinale, le gluten et les produits laitiers, ça à bannir si on ne veut pas qu'un jour la dysbiose revienne. Et donc lui, pour notamment guérir d'une fibromyalgie où il y aurait une trentaine de causes, donc agir sur ces produits-là fait partie, je dirais, des impondérables. Sans ça, pour lui, on ne peut pas guérir d'une fibromyalgie, je dis bien en agissant sur les 30 causes. Mais dans une des causes, ces produits qui sont pro-inflammatoires, pour lui, pour la plupart. Donc souvent, j'ai encore lu son livre dernièrement, ces deux produits-là dans la fibromyalgie, il faut absolument les enlever et les bannir et ne plus les remettre parce que ça peut faire revenir la dysbiose. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en regardant un peu même en médecine fonctionnelle, donc Monsieur Mouton, enfin je suis un peu de pas mal de personnes et c'est vrai que ces deux-là, et j'ai connu ce docteur dans ses vidéos bien avant. Bon, ça a toujours fait partie des produits à enlever. Bon, après, il y a toujours cette petite guéguerre, je dirais, du repas du matin ou du jeûne intermittent. Ça, c'est un autre débat, mais sur ces deux produits, il y a vraiment débat et c'est pour ça que je voulais assister à ce webinaire pour voir un peu des avis différents, des retours d'expérience sur des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, type CEP. C'est vrai que sur ce genre de pathologie, les produits laitiers, j'ai jamais vraiment eu de retour sur des personnes qui avaient ce type de pathologie, qui prenaient des produits laitiers, même de qualité, au lait cru, bio, avec élevé en pâturage. Donc voilà, c'est un peu sur ce biais-là que je souhaitais intervenir parce que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas me positionner. J'ai arrêté les produits laitiers en ayant une maladie neuromusculaire et je suis un peu perdu, donc entre le oui, le non, donc c'est un peu l'objet de… Merci Greg, parce que c'est exactement le témoignage dont je trouve on avait besoin. Et alors, je trouve qu'ici, on a vraiment un point crucial que j'espérais faire apparaître et qui est vraiment en train de nous sauter à la figure à tous.
c'est cette élimination dogmatique des laitages. Bon, pour ce qui est du gluten, quand je relis votre poste qui s'exprime ainsi, bannir le gluten et les produits laitiers pour refaire la fonction intestinale. Et alors, on a cité la fibromyalgie, vous avez cité la sclérose en plaques. C'est clair qu'il faut refaire la fonction intestinale. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je suis 100% d'accord que pour refaire une fonction intestinale, il faut enlever le gluten. Donc là, on est exactement sur la même ligne. Faut-il pour autant enlever les produits laitiers chez tout le monde? Je ne crois pas. Je crois qu'il faudra probablement les enlever chez peut-être une majorité des gens, mais pourquoi tout le monde? La médecine fonctionnelle est une médecine personnalisée, donc pas de dogme. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un dogme sur le gluten? Parce que le gluten rend la muqueuse intestinale perméable chez tout le monde. Ce n'est pas une question d'allergie, c'est la gliadine qui augmente la perméabilité intestinale. Et la gliadine est la principale protéine du gluten avec la gluténine. Enfin, les gliadines et les gluténines, parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, c'est un effet global de toutes les céréales à gluten. Donc là, on a une raison pathophysiologique qui est valable pour tous. Pour les laitages, comme j'ai essayé de le dire en introduction, on va trouver des gens qui n'ont pas de réaction immunitaire aux protéines du lait, qui ont une tolérance à la lactose, au lactose, parce que là, c'est la lactase, au lactose, et qui n'ont pas de souci à se faire avec le cholestérol. Pourquoi est-ce qu'il faut l'enlever d'office chez ceux-là, surtout s'ils les prennent et qu'ils ont l'impression de les tolérer correctement? Vous voyez, moi, je ne suis pas pour enlever d'office. Par contre, et là, on va probablement réconcilier un peu tout et tout le monde, y compris ce qu'Abdelaziz a dit, et ce que Stéphane Résimon fait, parce qu'il y a une certaine logique, mais à mon avis, la systématisation va trop loin. Le problème est que quand la muqueuse intestinale est en mauvais état, inflammatoire, poreuse, il faut bien comprendre, et ça, peu de gens le savent, les patients ne le savent pas. Les médecins, pas tous. Ceux qui sont présents ici le savent, hein, Geoffrey, je n'ai pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'évident. La lactase, quand on l'exprime, donc il n'y a pas d'intolérance au lactose, on va dire OK. Le problème, c'est que la lactase est exprimée dans la muqueuse intestinale. Si celle-ci est à feu et à sang, la lactase, on a la capacité génétique. Le génotype LCT est favorable, il est correct, homozygote sauvage ou hétérozygote, mais la lactase n'est pas là parce que c'est ce qu'on appelle une intolérance secondaire au lactose. L'intolérance primaire, c'est d'origine génétique. Bon, là, c'est foutu. Mais l'intolérance secondaire, c'est quand les intestins sont à feu et à sang. C'est pour ça que souvent, au début, pour remettre de l'ordre, il y a du sens d'enlever le lactose et d'enlever le gluten pour réparer la muqueuse intestinale. Mais de nouveau, je viens de le dire, enlever le lactose. Mais quand on enlève le lactose, on peut manger des fromages à pâte dure de longue maturation. Ah oui, parce que le lactose, il n'y est plus. Vous voyez, et éventuellement, des yaourts, des vrais yaourts bien fermentés, du kéfir, etc. S'il n'y a pas d'allergie aux protéines du lait, le lactose n'est pas présent dans tous les produits laitiers. Donc, de nouveau, non seulement je suis contre le fait d'enlever tous les produits laitiers, mais je suis plutôt en faveur d'enlever les produits laitiers qui ne collent pas au cas. Donc, le lactose peut poser beaucoup de problèmes, notamment dans ces intestins qui sont vraiment en compote, hein, si je peux dire, soulignant que la compote ne sera pas faite pour améliorer la situation. Ça, vous aurez deviné. Mais pourquoi il y a toujours un produit laitier qui peut correspondre si on n'a pas tous les problèmes en même temps? Par exemple, dans la ricotta réelle italienne, et je vois des noms à consonance italienne ici, donc vous n'allez pas me dire le contraire, la vraie ricotta traditionnelle,
c'est du petit lait, il n'y a pas de caséine. Et quand Abdelaziz disait qu'il voit beaucoup de problèmes avec la caséine, est-ce qu'on ne peut pas laisser consommer un produit où il n'y a pas de caséine, qui est le cas de la ricotta? Par contre, dans la ricotta, il y a du lactose. Donc, vous voyez, il y a un nombre énorme de cas d'espèces, et c'est ça la médecine fonctionnelle. Il faut voir pour chacun ce qu'il faut enlever, mais si on ne doit pas enlever, eh bien, on laisse. Voilà, ça c'est mon avis et je le partage. Si tu le permets, Georges, je vais rebondir 10 secondes parce qu'évidemment, quand je relis fibromyalgie, ben, j'ai toutes mes petites lampiotes qui s'allument à l'intérieur, hein, puisqu'avec plus de 10 ans de douleurs chroniques, dont facilement 60-75% de patients fibromyalgiques ou de syndromes douloureux multiples, complexes, et puis peu importe tous les noms qu'on a pu donner à C'est ta spécialité, vas-y. Je peux vous dire que clairement, je n'ai jamais fait arrêter le lait, en tout cas jamais de façon systématique, sans raison valable et argumentée, et ça n'a jamais empêché les traitements d'être efficaces. Hein, il n'y a pas, le gluten, on en a parlé, mais il y a peu de 100% en médecine quand même. Bon, tout le monde doit respirer, tout le monde doit boire, tout le monde doit manger, c'est à peu près les seuls 100% qu'on connaît. Le reste, de fait, chaque personne est différente. Et le problème avec ces systématisations-là, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui finalement, à part manger des glaçons à l'eau, aromatisés à l'eau, ils n'ont plus vraiment beaucoup de choix. Alors, au-delà de l'aspect nutritif, c'est invivable. Et parfois, on se contente de leur interdire le lait comme ça, vite dit. Les gens sont perdus, ils remplacent par n'importe quoi, ce qui n'est pas toujours mieux. Parce qu'on remplace, mais on va peut-être y revenir tantôt, hein, je pense qu'Abdelaziz va nous parler de ça aussi, mais on remplace alors par des laits végétaux. Il y a les végétales et les végétales, en termes de qualité, ce n'est pas toujours ça. La plupart des laits végétaux de grande surface vont être hyper sucrés et resucrés pour que ça plaise aux consommateurs. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas meilleur pour la dysbiose et pour le microbiote. Très bien. Bonne intervention, très bien. Bon, Abdelaziz, on t'a coupé dans tous les sens. Vas-y. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir une approche intelligente. Et c'est clair qu'en termes de médecine fonctionnelle, on va toujours réfléchir aux principaux points qui sont de savoir s'il n'y a pas une cause sous-jacente justement à ces intolérances. Et tu as mentionné justement avoir une barrière intestinale dans un mauvais état. On peut parler aussi du SIBO, du syndrome du côlon irritable. On peut aussi parler de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la qualité des laits. Et justement, je voulais rebondir par rapport à la caséine. Il faut bien comprendre qu'en termes de lait, on a deux types de lait. On a le type A1 et le type A2. Et ça, c'est intéressant, ça, oui. Voilà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le lait de type A2, justement, il ne crée pas cette intolérance. En fait, c'est les opioïdes qui sont créés, justement, dans ce lait de vache, justement, et c'est directement lié, d'une part, à la race de la vache, et d'autre part, à la façon dont elle est nourrie. Donc, les croisements de vaches, etc., tout ce qui a été fait, il y a énormément de choses qui ont été modifiées. Et justement, ça se retranscrit dans le lait. Donc, ça, c'est vraiment une chose à savoir. Mais vraiment, un point qu'il faut souligner, c'est que dans une approche en médecine fonctionnelle, il faut toujours commencer par la base. C'est-à-dire, on va regarder justement le système digestif, traiter le système digestif, voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, une des techniques que moi j'utilise, c'est de supprimer pendant un certain temps et puis après de réintroduire un lait de qualité. On fait des recherches, etc. On discutait tout à l'heure avec Georges par rapport au lait cru, etc. Donc, si vous avez des producteurs autour de vous, de le réintroduire pendant une semaine, c'est le seul aliment qu'on réintroduit, et de voir un petit peu les réactions qu'on a. Et ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, sur le terrain, on a des meilleures données que ce qu'on peut avoir juste avec de simples études. Les études, elles nous permettent de comprendre des choses comme ce que je viens de décrire par rapport aux différents types de lait et par rapport à la sensibilité à la caséine. Mais vraiment, le terrain, c'est ce qui va vraiment apporter le plus et vraiment nous donner la réalité, la véracité de savoir si la personne elle est vraiment intolérante ou pas. Et c'est vraiment dommage de supprimer systématiquement si la personne elle peut consommer un bon lait de bonne qualité. Voilà. Caroline, tu as une réflexion là-dessus? Oui, en effet. Alors, c'est vrai que je m'occupe davantage de personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de plaintes particulières, mais souhaitent le rester. Donc, c'est pour ça que aussi ce webinaire est intéressant pour tout le monde.
moi, je pars du principe pareil que l'exclusion automatique est pas du tout justifiée. Si on prend le cas de quelqu'un qui n'a pas d'allergie avérée, d'intolérance et qu'on a fait toute l'enquête en amont, je reste toujours focalisée sur une chose, sur la densité nutritionnelle. Donc, je rejoins Abdelaziz, une fois encore, parce que vous connaissez ma philosophie. Sympa. À l'origine, au départ, c'est pas censé être juste une source de plaisir. C'est un carburant pour un moteur. Donc, l'idée, c'est de composer son assiette avec le carburant le plus adapté. Donc, il y a produits laitiers, mais la question, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir retirer de cet aliment et de ce produit laitier. Donc, déjà, densité nutritionnelle. Adèle reviendra là-dessus, j'imagine, sur toutes les qualités nutritionnelles qui sont contenues dans le lait. Et je voulais ouvrir une parenthèse sur cette histoire de pasteurisation aussi, parce que ce label UHT qu'on voit absolument partout, qu'est-ce qu'il reflète? Eh bien, il reflète, UHT, c'est pour de la ultra haute température. Donc déjà, ce processus industriel, sans parler de la vache A1 ou A2, déjà de fait, la pasteurisation à haute température va malheureusement dénaturer complètement l'aliment. Donc en termes de carburant, je ne peux pas encourager quelqu'un à consommer quelque chose de vide nutritionnellement. Donc là, c'est la seconde chose. J'ai une autre philosophie, c'est on ne boit pas ses calories, surtout si elles ne sont pas intéressantes nutritionnellement. Donc après le lait cru, il y a quelque chose d'intéressant, bien sûr, dedans, et notamment ce soutien au niveau du microbiote. Mais j'encourage la consommation de produits fermentés, que ce soit du lait ou de la lactofermentation. Donc, un fromage qui est vieilli, un fromage au lait cru, qui va nous apporter tous ces bénéfices, ok, quelque chose qu'on mâche, je suis attachée à ça. Mais globalement, les grandes lignes, moi, que je propose à mes clients, c'est de voir les produits laitiers comme quelque chose qui peut être intéressant nutritionnellement sous réserve qu'on n'y soit pas intolérant, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ça reste pour moi quand même un produit de confort dans le cadre de la perte de poids, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez en énergie, mais je l'utilise beaucoup soit pour un peu illuminer les repas parce qu'il faut qu'on prenne du plaisir, ça reste un carburant, mais pour tenir sur la durée et faire de ça son hygiène alimentaire au quotidien, on veut aussi avoir de la saveur dans les plats, et c'est vrai que les produits laitiers nous permettent d'un peu illuminer ce plat de courgettes avec un petit peu de parmesan, gratin de courgettes, c'est sympathique aussi. Il faut pouvoir prendre du plaisir, et les produits laitiers donnent du plaisir. Donc mes grandes lignes directrices, pardon, je prends du temps là, mes grandes lignes directrices, c'est les produits laitiers restent un produit de confort. Quand on les consomme, on les choisit de bonne qualité et dense nutritionnellement. Et grosso modo, je dis, de 0 à 2 par jour, on complète notre satiété avec, et surtout, ça peut soutenir nos intestins. Mais c'est vrai que j'ai quand même un volet perte de poids qui rentre en ligne de compte sur cela, et on ouvrira le volet insuline, j'imagine, au cours du webinaire, et j'aurai quelques petites observations à faire. Alors, merci Caroline. Je retiens un mot là-dedans qui est fermenté, et je voudrais savoir si Mouad, qui est parmi nous et qui semble être fan du kéfir, veut nous parler de kéfir. Mouad. Le kéfir, super. Je ne s'attendait pas peut-être à ce que je lui tombe dessus comme ça, comme la misère sous le monde. Mouad, il faut ouvrir le micro, non? Ou alors… je lis votre post. Parce qu'il a posté ça, il vient de poster ça, mais bon, je peux lire son post s'il n'apparaît pas. Mouad nous dit, je suis… Non, c'est moi qui dis. Mouad nous dit, alors il faut que je retrouve son…
Je suis pour le kéfir, sauf contre-indication. Oui, mais ça, c'est moi qui lui ai répondu. Donc, Ah, pardon. je ne sais plus où il a mis son poste, ou je ne sais pas. Je ne le retrouve pas. Mais enfin, en gros… Il nous a noté. Il a mis juste Et que au-dessus. dire dans ce cas du kéfir de lait qui, je pense, est le bénéfique pour le microbiote? Oui, voilà. Moi, à ses enfants, à côté de lui, il ne pourra pas intervenir oralement. Ah, ok. D'accord. Bon, mais de toute façon, Abdelaziz, tu nous parles du kéfir, Ben ouais, le kéfir de lait, ben, comme tu l'as dit, c'est super intéressant parce que justement, le fait de la fermentation, ça consomme la caséine. Donc déjà, c'est un des gros problèmes qu'on vient enlever. On expliquait tout le à l'heure. lactose, ça consomme Le lactose, pardon. Ouais, là où ça va aider aussi beaucoup, c'est dans le fait que ça va vraiment, comment dire, réensemencer les intestins. Mais vraiment, un des points sur lesquels j'insiste avec mes clients et aussi avec mes élèves, c'est qu'on ne peut pas donner de kéfir tant qu'on a un péristaltisme qui n'est pas optimal. Tant qu'on a un système digestif qui n'est pas optimal, on risque d'aggraver les choses. Donc, se méfier du bricolage qu'on peut faire chez soi en prenant du kéfir en se disant que ça va aller mieux. Si on a encore des problèmes sous-jacents, je ne le conseille pas. Je conseille plutôt de traiter les intestins, relancer le système péristaltique. Et puis, à ce moment-là, une fois que tout est sain, on peut réensemencer et c'est vraiment bénéfique. Je veux dire, le kéfir, il n'y a même plus de débat là-dessus. Tout le monde s'accorde sur le fait que c'est vraiment bénéfique pour la santé. Mais justement, ce qui m'intéresse, moi, dans le kéfir, c'est effectivement, comme tu le dis, qu'il n'y a plus de lactose. Hein, il a été utilisé pour la fermentation. Donc, si le seul problème, c'est le lactose, il n'y en a pas dans le kéfir. Mais ce que j'aime bien dans le kéfir, c'est que ce n'est pas une fermentation uniquement bactérienne. Il y a aussi des levures dans le kéfir. Donc, le kéfir, pour moi, est l'exemple ultime de la tolérance, où finalement, bactéries et levures coexistent et personne ne prend l'ascendant sur personne. Tiens, ça nous fait penser à des problèmes qui auraient éventuellement à l'Est, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est ce qu'on voudrait voir au niveau intestinal, parce que enlevez-vous tout de suite de la tête l'idée que les levures dans les intestins, ça doit être éradiqué. Il y a des levures dans tout l'intestin en parfaite santé. Il y en a peu. Et c'est en équilibre avec les autres microbes, que ce soit des bactéries, voire des petites quantités de certains protozoaires qui, de nouveau, tant qu'ils sont en quantité limitée, ne posent pas problème. Eh bien, le kéfir, c'est ce modèle-là. J'aime bien l'idée qu'on avale quelque chose qui correspond à ce qu'on veut ramener dans l'intestin, parce que la dysbiose, c'est quoi? C'est certaines souches bactériennes ou fongiques ou les deux, qui s'emballent et qui écrasent tout le reste et qui donnent un tas de problèmes. L'intestin, c'est un bon intestin, c'est un intestin avec une très grande variété microbienne. C'est d'ailleurs comme ça, quand vous faites des tests, des analyses de sels sophistiquées, on vous donne un état des lieux sur la diversité microbienne. Plus elle est grande, mieux c'est. Et toutes les pathologies chroniques inflammatoires, toutes, se caractérisent par un manque de diversité microbienne. Eh bien, le kéfir, c'est l'antidote de ça. Mais je suis d'accord. Et le point commun de tout ce qu'on vient de dire, y compris ce que le docteur Isimon fait, mais peut-être moi je le nuancerai, je personnaliserai, c'est qu'effectivement, pour remettre des intestins en état, le gluten, ça pose problème. Si le gluten a mis le feu et la porosité dans la muqueuse, il n'y aura de toute façon pas de lactase, donc il y aura une intolérance au lactose secondaire s'il n'y en a pas de primaire au préalable. Et donc, effectivement, dans les stades initiaux, c'est quand même à prendre en compte. Mais de là à le faire définitivement chez tout le monde, c'est là que ça nous pose problème. D'accord ? Il faut toujours avoir une approche intelligente, tu vois, comme tu le dis, que ce soit pour le kéfir ou pour autre chose. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment avoir une approche intelligente et pas faire n'importe quoi.
Et là, je mets en garde justement les gens qui sont avec nous aujourd'hui. C'est contre le bricolage et les choses qu'on peut faire en lisant un article sur Google et puis en allant expérimenter. Des fois, on peut vraiment aggraver les choses plus que ce qu'on peut les régler. Donc, faire confiance à des gens comme Georges ou d'autres médecins fonctionnels qui peuvent vraiment vous accompagner et vous aider à régler vos problèmes, mais de manière intelligente. Mais ça, je voulais quand même aussi essayer de caser à un moment donné, je crois que c'est le bon moment. Il y a deux approches complémentaires ici qui sont évoquées de par la diversité des intervenants. Il est évident que quand vous allez trouver un naturopathe comme premier intervenant avec un malaise, des problèmes digestifs, des plaintes qui peuvent être à peu près n'importe lesquelles. Mais comme Abdelaziz vous l'a dit, de bons naturopathes fonctionnels vont toujours ramener ça à la santé intestinale qui est la base un peu de tout. Le naturopathe va essayer de vous apporter des solutions sans se lancer dans des tas d'analyses et des tas de frais. Hein? Et si il vous guide et que vous répondez ou pas et qu'on avance, qu'on parcourt un cheminement qui aboutit à une amélioration clinique et puis quand on réintroduit quelque chose qu'on avait enlevé, l'amélioration persiste, etc. Voilà, c'est QFD. Par contre, Georges, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est le kéfir. Non, mais ça, Wikipédia, Google, Wikipédia, ce sont, oui, bon, c'est des grains où il y a une communauté à la fois bactérienne et fongique qui permettent de faire fermenter un lait animal, pas que, hein, on peut le faire avec des laits végétaux, mais alors il faut ajouter du sucre de canne, hein, sinon ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, ces micro-organismes vont fermenter le lactose du lait animal. Et c'est comme ça que votre lactose a disparu. Mais ça vient de l'Europe de l'Est. Mais ça a une très, très grande réputation ancestrale. C'est utilisé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas très différent des yaourts. Hein. Bon, la différence, c'est que dans les yaourts, c'est bactérien. Dans le kéfir, il y a aussi des levures. Et j'aime bien ça. J'aime bien ce mélange de communautés. Et pas que pour des raisons géopolitique. Mais pour revenir, qu'est-ce que je disais moi? Parce que c'est bien beau ça. Je disais quoi moi? Enfin bref, voilà, si je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais, David, quand tu es venu avec ton intervention? Je ne sais plus maintenant. Bon, ben, de toute façon, on est pour les produits fermentés en général, ils ne sont pas toujours bien tolérés. Hein. Parfois, les gens ont des ballonnements, etc. De nouveau, c'est peut-être trop tôt. Il faut peut-être régler d'autres problèmes en amont. Ah oui, je me souviens maintenant. Donc, ça, c'est les naturopathes. Maintenant, quand on a des patients qui ont des problèmes chroniques depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui ont vu 20 praticiens de toutes sortes, des plus exotiques aux plus médicaux classiques, gastro-entérologues, endocrinologues, etc. Bon, on peut se tourner vers un médecin de médecine fonctionnelle. Bon, lui, il ne va pas faire comme Abdelaziz fait, il va faire des tests pour commencer à fermer certaines portes, y voir clair, et là, on va avoir des faits bien précis dont on va tenir compte. On ne va pas se contenter d'une gestion de terrain. Donc, ce n'est pas les mêmes patients et ce n'est pas des problèmes de santé qui réclament de l'aide au même stade. Et il nous faut des naturopathes aussi en gestion après une intervention de médecine fonctionnelle pour gérer plus à long terme, de nouveau, sans faire les frais qu'implique la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, ce n'est pas remboursé. Je n'aime pas quand on dit que c'est cher, parce que ce n'est pas cher, mais ce n'est pas remboursé. Donc, ça revient cher. Ce qui est cher, c'est la médecine allopathique qui est remboursée et que vous payez avec vos taxes. Alors, vous dites que ce n'est pas cher, mais en réalité, vous payez avec vos taxes. Et vos taxes, hein, on ne va pas se lancer là-dedans. Donc, voilà, ce sont deux mondes différents, mais qui marchent ensemble
Et le but est d'aider un maximum de gens. Voilà. Bon, Abdelaziz, tu ouvres un chapitre suivant. Est-ce qu'on avait tout dit des différents types de lait? J'ai vu notamment le docteur Dumoulin là, sur la qualité. Enfin, c'est tout ce qu'on donne aux vaches, hein, les antibiotiques, l'hormone de croissance, qui peut évidemment ne pas… Enfin, qui fait partie évidemment de la croissance du veau qui est inhérente au lait de vache, mais ce sont aussi les hormones sexuelles, vu que ce sont des vaches qu'on met constamment en état de grossesse pour produire plus de lait. Enfin, bon, je ne connais même pas les détails de ces manipulations assez horribles. On parle de la qualité du foin. Moi, je vois ici dans l'autre côté de la fenêtre, mais pas pour le moment, parce que pour le moment, ce n'est pas le moment de mettre des vaches raisonnables dehors. Hein. Bon, il fait quand même moins 2 degrés, on va les laisser à l'intérieur. Mais ici, les vaches ont une vie merveilleuse. Il y en a 10 par terrain de 2 hectares. Il y a de la belle herbe bien verte. Ça a quand même l'air sympathique. Hein. Et il y a beaucoup de bio ici tout autour. Et le glyphosate est interdit au Luxembourg depuis 2 ans. Donc là, on a certains éléments. Mais c'est vrai que la qualité des laits, il y a plein de problèmes et ça inquiète pas mal de gens. Qu'as-tu à dire là-dessus, Abdelaziz? Ben ça, c'est clair que c'est un des points vraiment importants. Hein. On l'a précisé déjà, la race de la vache va définir justement le type de lait. Donc ça, c'est vraiment une information to take home, comme on dit en anglais. C'est le type A1 et le type A2. Mais la majeure des parties du lait qu'on va retrouver dans le commerce, ben, c'est des vaches laitières qui reçoivent une hormone de croissance bovine qui est génétiquement modifiée. On l'appelle généralement la RBGH. Pour augmenter justement cette production de lait. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des vaches qui nous donnent 30 litres de lait par jour, quoi. Donc, cette hormone, ben, elle a été développée par Monsanto. Donc, rien que le nom, ça devrait évoquer des choses. Et c'est aussi la même société, justement, qui fabrique le Roundup dont tu viens de parler. Donc, ça a été clairement démontré que c'est vraiment un des facteurs dans ces produits laitiers que maintenant on pourrait même qualifier de produits transformés et même ultra transformés, dans le sens où même ils sont pasteurisés. Et un des points qu'on avait vu, justement, je t'avais envoyé un mail, c'est que à mon grand étonnement, eh bien, la plupart des laits qui sont vendus dans le commerce sont enrichis en vitamine D. Et des fois, pas la meilleure des vitamines D. Et ça peut, en bout de chaîne, créer d'autres problèmes. Donc, on peut retrouver aussi ce que tu disais par rapport aux résidus d'antibiotiques. Ils ont été détectés, je pense, dans une recherche que j'avais regardée, dans 60% des échantillons de lait, ce qui est énorme. Voilà. Et je parle même pas des hormones de croissance aussi. Ils ont été retrouvés 20 fois plus, c'était 20 fois plus élevé dans les vaches qui étaient élevées de manière industrielle que dans les vaches qui étaient élevées encore de manière artisanale. Et c'est là que j'insiste encore sur le point de toujours avoir une approche holistique plutôt qu'une approche réductionniste. On ne peut pas comparer lait et lait. Il faut vraiment savoir de quel lait on parle, quel est le lait qui a été utilisé, etc. Et l'autre point qu'on peut souligner dans le côté positif, c'est que les produits laitiers biologiques qui sont justement nourris à l'herbe et avec des races de vaches voilà, qui ont été conservées, etc., elles contiennent vraiment énormément de nutriments. Mais en général, je pense que dans certains pays, je pense que dans les élevages bio, ils font en sorte qu'elles reçoivent pas justement cette hormone de croissance. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut souligner avec 2 traits. Et puis après, on pourra discuter, une fois qu'on aura terminé ce sujet, des alternatives de ce qu'on appelle les laits, entre guillemets, végétaux. Moi, je les appellerai pas des laits, je les appellerai des jus parce qu'on en parlera tout à l'heure. Abdelaziz, petite question. Le format A1 ou A2, est-ce qu'on a un label en Europe? Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est affiché sur les étiquettes, mais en France, j'ai fouiné et j'ai pas. C'est une galère pour en trouver en France.
Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de me rapprocher d'un fermier, de vraiment le connaître. D'ailleurs, j'achète même mes veaux chez lui, je les égorge moi-même. Enfin, voilà, maintenant, il y a une réglementation, on est obligé de passer par un abattoir, mais je connais la bête, je sais d'où elle vient, je sais ce qu'elle mange, et donc je connais son lait. Mais c'est vrai que pour en commander sur le marché, on en trouve énormément au Canada, on en trouve énormément en Amérique du Nord, et malheureusement, ben, en Europe, on est toujours un peu à la traîne. Mais je sais qu'il y a au moins un producteur que j'ai trouvé en France. Et je crois qu'il est dans le Gers. D'accord. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important à comprendre et à savoir. Et je pense que les gens qui sont intolérants, ben, déjà, ils devraient traiter leurs intestins, comme on l'a dit, et faire une éviction pendant 30 jours de lait, puis réintroduire un type de lait dont on vient de parler et voir si ça peut apporter un mieux. D'ailleurs, enfin, il y a énormément de choses, on l'a vu par rapport aux études sur le diabète, par rapport aux études sur le cancer, où ils se sont attardés sur certaines parties du lait, mais on s'est rendu compte, en fait, en débunkant la chose, qu'il y avait énormément d'autres choses qui venaient contrecarrer justement ces doutes qu'ils avaient par rapport à ces éléments qu'il y avait dans le lait. Et là, c'est là que nous, on insiste tout le temps, je sais que Georges, il le fait aussi, par rapport à la synergie des micronutriments. Quand on donne un produit entier sain, on n'a pas justement les méfaits d'une partie du lait, mais il y a d'autres choses qui viennent contrecarrer. C'est ce qui fait qu'on n'a pas les effets secondaires. J'allais le dire, c'est pour ça que les produits de grâce, les produits laitiers écrémés ou demi-écrémés, c'est niet. C'est un niet absolu. Parce que vous avez l'impression qu'on a enlevé le gras et, par exemple, si vous avez trop de cholestérol, vous dites, bon, voilà, le problème est réglé. Rien n'est réglé du tout parce qu'il n'est pas question d'enlever le gras d'un laitage et de le laisser tel quel, c'est immangeable. C'est immangeable. Donc, ce n'est même pas imaginable de commercialiser ça. On va toujours ajouter quelque chose qui remplace le laitage. Et là, c'est l'horreur. C'est plutôt du sucre, c'est des maltodextrines, c'est une calamité. Dès qu'on perturbe le génie d'un aliment intact que la nature a permis de produire, on va vers des problèmes. Les produits light, plus généralement, mais alors surtout les produits laitiers écrémés, ou alors quand on ajoute des choses, cet ajout de vitamine D, oui, c'est pas, enfin, tout ça, c'est des fortifications, mais bon, on ne sait pas trop, comme tu dis, la qualité de la vitamine D, les quantités. Bon, c'est du traficage, c'est des produits transformés, comme dit Caroline. À ce sujet, j'ai une petite anecdote, si vous me permettez. Et David sera peut-être concerné par ça. J'ai parmi ma clientèle des sportifs qui, pour atteindre leur niveau minimum de protéines, ou des gens qui sont intolérants à la caséine, vont se tourner vers de la whey protéine, la protéine de petit lait. Et l'un de mes clients me disait j'ai un problème digestif énorme dès que je prends cette protéine. On a ajouté du gras et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, en fait, la nature ne veut pas qu'on… elle nous a apporté, d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls aliments avec les 3 macronutriments. La nature nous l'a apporté comme tel et on trouve moyen de séparer ces macronutriments moins bien. Je sens même qu'il y a de la protéine quand elle arrive avec le gras. Caroline, on a parfois un signal un peu limite avec toi, donc je signale quand même que on n'entend pas toujours très bien. Mais tu es au Portugal et donc forcément la voix a du mal à porter aussi loin. C'est ça. Ok, Abdelaziz, tu reprends. Tu veux qu'on continue là-dessus ou Ben, est-ce qu'on a fait le tour de tous ces différents types de lait? Je crois que oui. Peut-être, David, tu veux donner la parole à quelqu'un, puis tu ferais ton petit break. Ouais, ok. Qui a envie de poser une question en direct là maintenant, tout de suite? Moi, je veux bien, si c'est possible, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, par rapport aux personnes qui sont résistantes à l'insuline, vous conseillez quand même les produits laitiers
parce que d'après ce que j'ai pu lire, ça fait donc c'est insulinogène, enfin je ne sais plus comment on dit ce mot. Vous en pensez quoi? C'est une question que je me pose. Moi, j'aime bien le fromage, le lait fermenté, j'aime bien, mais comme j'ai de la résistance à l'insuline, eh ben, je freine un peu ma consommation par rapport à ça. Bon, si, je voudrais bien d'autres avis. Bon, moi, j'ai un avis là-dessus qui, je crois, est clair et précis. Les problèmes d'insuline sont quand même largement le résultat donc la résistance à l'insuline qui fait qu'on produit de plus en plus d'insuline pour arriver à stabiliser la glycémie, hein, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ça comme vous, puisque vous le vivez. Mais essentiellement, ils en arrivent là parce qu'ils sont incapables de gérer leur glycémie. Donc, ils mangent du sucre en dehors des repas, ils mangent trop de féculents, ils mangent trop de fructose. Hein, en général, ils ont une diète trop riche en hydrates de carbone et pauvre en graisse. Si on leur enlève les laitages sans raison valable, et on ne va pas refaire la première demi-heure du débat, hein, donc s'il y a des raisons valables, on doit les enlever. Mais s'il n'y a pas de raison valable d'enlever les laitages, qu'est-ce qu'on va voir comme résultat? Ben, des gens qui vont manger encore plus de féculents, d'hydrates de carbone et de sucre. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Non, docteur, j'ai supprimé une grande partie justement des hydrates de carbone et j'avais peur de manger, de compenser. Oui, mais je ne parle pas de maintenant, je parle au départ. D'avant, oui, avant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je mangeais moins gras. Vous apportez des corrections, mais en fait, le problème de la résistance à l'insuline, en général, survient chez des personnes qui ont mangé trop de carbs, trop de féculents, pas assez de graisse et peu de gras. Et alors, c'est vrai. Oui, mais alors on mélange tout et donc on va aggraver encore. Ça fait partie ce raisonnement-là. Le problème, c'est que généraliser, c'est jamais très bon. Enfin, il faut quand même bien qu'on parle dans les grandes lignes parce que c'est quelque chose qui va intéresser un certain nombre de nos spectateurs. Cette phobie des laitages en cas de résistance à l'insuline, c'est du pur fat bashing. C'est la haine du gras, c'est le lavage de cerveau. Le gras est mauvais. Donc, ça ne se justifie pas pour moi. Geoffrey, allez, toi qui es médecin, tu réponds quoi à ça? Si tu voulais un avis différent, ça va être compliqué. Mis à part, je vais dire, ce qui vient dans l'alimentation, on a quand même aussi pas mal d'études qui lient magnésium et insuline résistance. On a quand même une population qui est souvent très carencée en magnésium parce qu'il y a des choses parfois à corriger plutôt que de supprimer aussi de nouveau tout et n'importe quoi sans raison. Je ne pense pas que le lait en lui-même, de nouveau, hein, comme on l'a répété, de qualité, à condition qu'on ne réagisse pas, qu'on ne crée pas d'inflammation, ce genre de choses. Ce n'est pas pour moi le souci principal vis-à-vis de l'insuline, certainement pas. Mais non, en fait, depuis que je vous connais, depuis que vous me suivez, grâce à vous, docteur Reiners, docteur Mouton, là, j'ai de la chance d'avoir à Marseille un docteur aussi qui fait partie de votre cabinet. Donc, j'ai changé mon alimentation et je fais comme on me préconise. Donc, j'ai baissé énormément mes sucres. J'ai augmenté mes graisses avec des bons gras. J'ai de la chance de trouver de la bonne viande, du bon fromage. Et j'avais peur de consommer le kéfir, justement, et des yaourts. Voilà, c'était ça. C'est ma question. Là, j'ai rectifié depuis 2-3 mois. J'ai bien rectifié le tir, quoi. J'ai compris. Ce qui devrait se passer, c'est que votre résistance à l'insuline va s'améliorer. Et alors là, j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que là, j'ai un problème, y compris avec les médecins qui ne sont pas tout à fait formés à la médecine fonctionnelle. Si vous voulez, la courbe de l'insuline est une courbe en cloche. Donc, quand on fait des erreurs et qu'elles s'accumulent, le pancréas va sécréter de plus en plus d'insuline pour compenser l'excès de glucose, pour stabiliser la glycémie. À un moment donné, il va décompenser ce pancréas.
Bon, alors là, on arrive dans les prédiabètes et diabètes, hein, ça se complique. Mais à ce moment-là, le taux d'insuline chute parce que le pancréas est à bout de souffle. Hein, et à un moment donné, il va vraiment être complètement hors service. Et là, on est dans le diabète type 2 caractérisé. Donc, c'est une courbe en cloche. Quand le taux d'insuline commence à baisser, ce n'est pas bon signe, c'est une aggravation, c'est l'épuisement de la capacité de sécréter de l'insuline. Et imaginons que vous étiez un peu à ce stade-là. Ici, je brode, c'est parce que c'est toujours mieux d'avoir un vrai cas, une vraie figure. Donc, je n'en sais trop rien, mais il y a des chances que ça puisse avoir été le cas. À partir du moment où vous faites des progrès, ne vous étonnez pas que dans un premier temps, alors que l'insuline s'effondrait, qu'elle remonte. Et alors, moi, j'ai des médecins qui me disent « Ouh là là, c'est mauvais, l'insuline remonte, c'est encore pire. » Non, 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 non. C'est mieux parce qu'on récupère la capacité du pancréas à produire de l'insuline. Ce n'est que plus tard que l'insuline va redescendre. Vous comprenez? C'est un dodane que vous faites dans un sens quand ça va de plus en plus mal et vous revenez en arrière quand ça va de mieux en mieux. Docteur, j'ai le cas, c'est un cas précis puisque j'ai été suivie depuis maintenant 6 mois. Et en fait, le premier test au niveau de l'insuline était à 11, j'étais à 11, et là, je suis montée à 20. Oui. Donc, elle a remonté. Et pourtant, j'ai baissé. Oui, mais donc, je suis vraiment content parce que je n'étais pas du tout certain que c'était votre cas. Moi, ce n'est pas moi qui suis en charge, donc je ne connais pas votre cas dans les détails comme ça, surtout dans ces évolutions précises. Mais donc, ça, c'est une erreur. Mais alors, moi, ça me rend foudrage parce que c'est de la mauvaise médecine. Et si vous voulez, c'est là que le fameux index OMA démontre sa bêtise absolue parce que l'index OMA, il ne va pas prendre tout ça en compte. Il va voir que l'insuline remonte, il va vous dire que l'index empire, qu'il est plus mauvais. Oui. Alors que si vous regardez le taux d'insuline qu'il faut regarder, qui fait partie de l'index OMA, mais que vous ajoutez l'hémoglobine glycosylée qui, quand on fait ces efforts, commence à descendre, il faut le temps parce que c'est une moyenne sur 3 mois. Donc il faut la passer. Docteur, j'étais à 6,3 et je suis descendue à 5,9. Voilà. Alors, l'intervention, je suis désolé, elle est miraculeuse, elle arrive parfaitement synchronisée. Voilà. Je vous garantis qu'on n'a pas comploté tout ça. Mais non, on n'a pas complété, mais en fait, j'ai fait les examens. Mais c'est exactement ce que je vous renvoie à plusieurs vidéos là-dessus. Vous voyez, c'est important ce truc-là parce que là, il y a beaucoup de médecins qui pataugent. Et vous êtes l'illustration de cette subtilité avec la courbe d'insuline en cloche et avec l'inanité totale de l'index OMA qui ne prend pas en compte les progrès qui, eux, vont se refléter sur l'hémoglobine glycosylée. Écoute, après un hasard aussi miraculeux, David, tu dois nous faire souffler là, parce que là, on n'en peut plus. On est à bout. OK. Allez alors, ce que je propose à tout le monde, c'est de se mettre debout pour un peu changer l'esprit et augmenter le niveau d'énergie, pour se réveiller un petit peu. On est assis depuis pas mal de temps là. Moi, je prends mon Goliath. Et on va commencer par faire un exercice. Là, Abdelaziz, il peut se lever aussi. Hein. Et le premier exercice qu'on va faire, c'est ceci. On laisse aller les épaules vers l'avant. Et puis, on inspire en ouvrant la cage thoracique. On expire en allant devant. Donc, ça va faire ceci. Ok, je vous conseille de le faire 5 fois. Et après, on va sautiller sur place. Donc, on lève les talons. On est comme si on était sur un trampoline. On laisse les bras aller le long du corps. On fait ça une vingtaine de fois. On ne saute pas, hein, c'est vraiment très léger. Ah, d'accord. On ne saute pas, vraiment tranquille. Relax. Maintenant, on s'arrête. On va le refaire une deuxième fois et on va réinspirer et expirer. Ok, on sautille encore une fois. Allez, on se laisse aller, on se relâche. Ok, on relâche et on va le refaire une troisième fois. On inspire, on expire.
Ok, on saute une dernière fois. Ok. Et je vous dis à toutes et à tous un très grand bravo. Et voilà, Georges peut reprendre. Et c'est parti. Ou Abdelaziz. Mais, moi, je voulais rebondir justement sur ce qu'avait dit cette dame. Je pense que ce qu'elle avait lu sur l'Internet, c'était dû à justement une étude. David, tu as fait peur à Oxo. Non, mais c'est bien, je vais faire des économies de café à Jean maintenant. Quand j'aurai un coup de pompe en milieu de journée, j'arrêterai de voler des expressos et je ferai ça. Voilà, Oui, t'as tout compris. trop de café, c'est trop de café. Il n'y a jamais trop de café. Désolé, Abdelaziz, vas-y, vas-y. Voilà, c'est pas grave. Ouais, je l'avais mentionné au début, tu vois, ben justement, c'était des études qui avaient été faites sur le diabète de type 2. Il y avait un article qui avait été publié par Melnick qui était intitulé justement le Milk Signaling in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes. Et en fait, si tu veux, la théorie qu'il présentait, en fait, c'était que si on consommait du lait au-delà de la période de sevrage, ça pouvait surstimuler les cellules bêta-pancréatiques et favoriser l'apoptose des cellules bêta. Mais en fait, ça a été contrecarré par une autre étude, justement, qui avait été voir du côté de la consommation des produits laitiers. Et ils se rendent compte que, justement, les gens qui en consomment beaucoup n'étaient pas les gens qui avaient le plus de diabète, mais que surtout, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'au départ, les taux circulants les plus élevés d'acide transpalmitoléique qui était associé à des taux plus sains de cholestérol sanguin, de marqueurs inflammatoires, de taux d'insuline et de sensibilité à l'insuline, après ajustement pour d'autres facteurs de risque. Donc, grosso modo, si tu veux, c'est encore cette approche qu'on disait et qu'on dénonçait au début, réductionniste, qui va s'attarder sur un point sans aller voir le global, l'ensemble. Mais en fait, réellement, en termes de diabète, je pense que ça a été débunké et qu'il n'y a pas vraiment de risque par rapport à la consommation de lait. L'autre point, c'était le cancer, avant qu'il le mentionne, mais c'est pareil. Où il y a évidemment des preuves scientifiques plus convaincantes, c'est un lien qui d'ailleurs se vérifie assez bien sur le plan de l'épidémiologie, c'est une grosse consommation de produits laitiers dans l'enfance et un lien possible avec le diabète de type 1 auto-immun. Bon, ce qui est une toute autre histoire, évidemment. Hein, ça, c'est une maladie auto-immune de l'adolescent ou de l'enfant ou du jeune adulte. Ce n'est pas le sujet du tout du jour, donc on ne va pas parler de ça. Mais là, on parle de diabète de type 1. Par contre, pour le diabète de type 2, oui, moi, je suis désolé, mais je n'accroche pas. Alors, ce que je voudrais peut-être faire apparaître aussi, c'est que quand on enlève quelque chose de l'alimentation, c'est un peu simple de juste se focaliser là-dessus et d'en tirer des conclusions. C'est artificiel parce que quand on enlève, le problème, c'est par quoi est-ce que c'est remplacé, hein? Et d'ailleurs, quand une des principales propagandes contre les régimes sans gluten, c'est de dire que ça rend diabétique ou que ça favorise le diabète. Évidemment, si vous enlevez le gluten et que vous remplacez par l'équivalent de produits sans gluten, dont l'index glycémique est plus élevé, qui sont souvent, dans lesquels on ajoute du sucre parce que le goût est beaucoup moins agréable et donc on met du sucre pour que ça puisse quand même se vendre parce que les gens n'auront pas le goût du gluten, mais ils auront envie du goût sucré. Alors oui, ce n'est pas une bonne opération, donc il est hors de question d'enlever le gluten sans expliquer par quoi on le remplace. Et quand on remplace le gluten, surtout chez les gens qui consomment trop d'hydrates de carbone, par des légumes variés et des choses comme ça, ben, on ne va pas du tout vers le diabète, on s'en éloigne. Hein, donc, c'est très réductionniste aussi, pour reprendre ton mot fétiche, d'enlever quelque chose sans expliquer par quoi on le remplace. Exactement. Ouais, c'est les travers dans lesquels sont tombées souvent les recherches sur la nutrition. C'est justement cette approche issue de Descartes, on va préciser pour les gens qui ne connaissent pas, et c'est de là qu'on obtient justement ce réductionnisme. S'attarder juste sur des points, focaliser sur des points, plutôt que réfléchir à l'ensemble. Mais Abdelaziz, Descartes, Pasteur, c'est tout des Français, tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu pour une merde dans le truc?
Ah, si on commence à gratter un petit peu, on va rentrer dans le côté métaphysique et je ne pense pas que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que Descartes, en termes de tout ce qui est enseignement universitaire, je pense qu'il a des crimes sur lesquels il doit répondre par rapport à justement cet empoisonnement de l'intellectualité et de la réflexion dans le monde moderne. Et alors, parce qu'on a parlé de pasteurisation, donc on a forcément parlé de Pasteur, là aussi ça me dérange parce que Pasteur, c'est le focus 100% sur ce que moi j'appelle la bébête, hein, donc les microbes, les micro-organismes, les pathogènes, tout ce qui nous attaque, tout ce qui nous agresse. Et ça, je n'aime pas parce que moi, j'aime bien me focaliser sur l'être humain qui doit pouvoir se défendre contre tous ces microbes. Geoffrey, ça ne t'inspire pas un peu, ça? Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un mythe d'Internet, hein, mais il paraît que Pasteur, à la fin de sa vie, aurait dit que finalement, le microbe n'était rien et que le terrain était tout. Ouais, mais il a fini par l'avouer, il a fini par justement revenir, parce qu'il a tout pompé en fait, Pasteur, hein, si on revient sur son histoire. D'ailleurs, ses cahiers, ils ont été publiés et tout ça, on le sait, enfin, je veux dire, il y a même des livres qui ont été publiés à son sujet en disant que c'est un imposteur. En fait, si tu veux mon avis, si tu veux que je résume, pour moi, il a créé une église et on est basé sur des croyances avec Pasteur. Il y a énormément de choses qui devraient être débankées, mais là, c'est encore un truc français, comme disait Georges. On aime bien sacraliser les hommes et puis faire des grands hommes. Mais après, sitôt qu'on veut engager le débat et essayer de discuter certains points, eh bien, de suite, on est ostracisé, on est mis de côté et puis tagué de complotiste. Tout à fait. Donc, c'est un sujet délicat, si tu veux. Bon. David, tu as une personne encore qui veut intervenir pour un peu nous faire rebondir sur des sujets qu'on n'aurait pas encore abordés, parce qu'il y en a plein. Ah oui, moi j'en ai un. Quid des produits laitiers et de l'ostéoporose? Abdelaziz, ça c'est ton sujet d'Adam. C'est peut-être le truc qui nous a le plus étonné en fait tous les deux, c'est qu'on s'est rendu compte que justement ils enrichissaient le lait de vitamine D. Alors ça, c'était pour fixer le calcium, etc. Ce qu'on doit souligner aujourd'hui, c'est que l'ostéoporose, c'est pas une maladie en fait. C'est le résultat d'une carence en fait. Et le fait de, comment dire, l'ostéoporose, en utilisant des laits comme ceux qu'on utilise et tout ça, on va créer, comme on l'a dit, une porosité intestinale, on va créer un manque de péristaltisme. Et je le souligne, c'est vraiment le manque de péristaltisme qui derrière va entraîner tous ces problèmes. Et en fait, en bout de ligne, qu'est-ce qu'on a? On a des carences. Et c'est ça le gros problème en fait. C'est que c'est un problème de carence. Et on ne peut pas le soigner comme on soignerait une maladie en prenant des médicaments. Il faut adresser la cause sous-jacente et vraiment voilà, revoir la nutrition. Et ça je souligne avec deux traits parce que dans l'approche en médecine fonctionnelle, il ne faudrait pas justement faire ce qu'on avait discuté avec Georges, de l'allopathie verte et préconiser des gélules, là où on devrait revoir l'ensemble et justement avoir cette approche holistique et non réductionniste et à rester trop simpliste, à vouloir juste de suite supplémenter. Il vaut mieux rétablir la barrière intestinale, rétablir un péristaltisme, redonner une alimentation saine et puis après on verra si on peut jouer avec certaines supplémentations, etc. Mais si on fait les bonnes choses, normalement l'ostéoporose devrait se régler d'elle-même. Encore faut-il la traiter au bon moment et ne pas trop attendre. Exercice physique, évidemment. Ce que je constate souvent, je fais une petite parenthèse ici, mais qui pourrait être utile, parce que je vois plein de problèmes de mauvaise interprétation de ces résultats de tests de densitométrie osseuse. J'ai deux choses à dire à ce sujet-là. Bon, d'abord, il y a une vraie mafia de la densitométrie osseuse où les programmes informatiques qui fournissent les résultats des mesures de densité osseuse donnent largement la préférence, jettent vraiment la lumière sur ce qu'ils appellent le T-score. Le T-score, c'est la comparaison de la densité osseuse de la personne au moment du test avec la moyenne d'une population de jeunes adultes.
Mais bon, on fait ce genre d'examen chez des personnes qui soit foragées, qui ont peut-être eu une fracture, on enquête, ou alors des femmes qui sont en train qui entrent en périménopause, comme j'appelle ça, plutôt que préménopause, voire en ménopause. Et là, on fait le point. Mais comparer ces densités osseuses avec des adultes jeunes, je veux dire, on va tout comparer, la qualité de la peau, le tissu conjonctif en général, plein de fonctions, ça va toujours être défavorable. Donc, ce qu'il faut exiger, c'est le Z-score. Le Z-score, contrairement au T-score, c'est comparé avec la population de l'âge de la personne testée. Ça donne des informations intéressantes. Mais si on ne donne que le T-score qui est négatif et qu'on omet dans le rapport final le Z-score qui apparaît là en petit dans les résultats complets, c'est vraiment malvenu et je pense que, je ne sais pas quel est le but de ça, parce que quand vous arrivez chez des patients réellement âgés, 70, 75 ans, etc., et vous regardez les ABAC, ils sont tous qualifiés d'ostéoporotiques, tous, parce qu'on les compare à quand ils avaient 25 ans, et ils en ont 75. Ça n'a pas de sens. Donc, vous oubliez les T-scores, vous exigez vos Z-scores, et là, vous commencez à réfléchir. Parce que, évidemment, le but des T-scores, c'est de vous faire prendre des biphosphonates, qui est le pire médicament au monde. Je vous renvoie à des blogs que j'ai faits, etc. On ne va pas parler de ça, ce n'est pas le sujet. Bon, mais l'autre aspect que je voulais dire, et ça, c'est très intéressant, et ça met en lumière ce qu'on est en train de dire pour améliorer la densité osseuse, c'est quand il y a une disparité entre la colonne lombaire et les hanches. Alors, il y a les deux cas. Il y a des gens, ils ont des hanches correctes et la colonne lombaire, effectivement, est un peu ostéoporotique ou ostéopénique dans le meilleur des cas, voire l'inverse. Eh bien, ça veut dire quoi? Si vous êtes capable de faire de bonnes hanches, vous devriez être capable de faire une bonne colonne lombaire. Mais si votre colonne lombaire n'est jamais sollicitée musculairement, eh bien, il y a un manque d'exercice spécifique qui donne une charge qui réveille, si vous voulez, la capacité de générer de l'os au niveau lombaire et vice-versa. Et ça se corrige par des exercices spécifiques. Je ne vais pas trop m'étendre parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais j'en profite parce que ça, je le vois tout le temps. Et alors, je fais faire, pas moi, mais je collabore avec des coachs physiques. Je suis certain que David pourrait faire ce genre de choses. S'il s'intéressait d'un peu plus près, je lui conseille. Parce qu'on fait les exercices correcteurs, on vérifie un an après, et la partie faible rattrape en densité osseuse la partie forte, parce que vous avez la capacité de faire de l'os. Mais vous savez, si vous restez 3 semaines alité pour une très grosse grippe, on va dire, puisque maintenant on est passé un peu sur la grippe, ce qui peut arriver, allez faire une densitométrie osseuse, il y a le tiers de vos os qui ont disparu. Bon, ça se récupère rapidement. Quand vous marchez, vous refaites de l'os. Donc, ça, c'est exactement le principe. De nouveau, tout est multifactoriel. Et donc, il faut nuancer notre attitude vis-à-vis des laitages. Alors, Abdelaziz, laitage et acidité. Oui. Je pensais qu'on allait passer, est-ce que tu m'as étonné parce que je pensais qu'on passait aux végétaux. On peut en dire un mot, non? Donc, tu parles du RGO? Comment? Est-ce que tu parles du RGO, du reflux gastrique œsophagé? Pas spécialement, non. Je parle de cette obsession d'aliments acides et de… Ah, bon, là, ça on l'a débunké, il y a bien longtemps, oui, mais toi et moi. Tout le monde n'a pas entendu ça. Donc, allez, résume-nous ça en 30 secondes chrono. En gros, je veux dire, les gens qui partent sur le principe justement des régimes dissociés, qui voudraient dissocier les aliments,
qui voudraient qu'on ne mange pas de fruits à la fin d'un repas parce que soi-disant ça allait fermenter dans l'estomac. Et on rappelle que pour fermenter dans l'estomac, ça fait appel aux bactéries. Et dans un estomac, si on a un pH de 2, les bactéries, ben, on ne va pas en trouver besoin, comme on dit. Donc du coup, cette théorie, ben, elle est un peu, voilà, elle repose sur rien du tout. Surtout, on avait épluché les recherches avec Simon. On s'était rendu compte que ben, il n'y avait rien du tout et que notre système digestif est beaucoup plus intelligent que leur théorie basée sur rien du tout. Notre système digestif est capable de digérer plusieurs aliments de différentes sortes, de différentes manières et surtout de différentes catégories. Et je veux dire, notre système digestif, notre corps est beaucoup plus intelligent que ces approches réductionnistes. En gros, si on parlait du pH justement et des régimes alcalins, parce que pour moi, ça n'existe pas. On peut pas dire qu'on va consommer des aliments acides et que ça va acidifier notre tissu. Ça n'a aucun sens. Le fait qu'on fasse pipi et que notre pipi soit plus acide, ça veut juste dire que nos reins fonctionnent bien. Donc, quelqu'un qui va déjeuner avec de la viande, il aura un pH au niveau du pipi qui sera beaucoup plus acide, mais ça ne veut pas dire que son tissu est acide. Et c'est là qu'ils se trompent et c'est là qu'ils sont un petit peu limités par rapport aux approches qu'ils ont vis-à-vis de la santé parce qu'ils ne connaissent pas assez l'anatomie, physiologie, biologie. Et je parle dans le domaine dans lequel moi je travaille, dans la naturopathie. Certaines personnes justement qui sont encore accrochées à ce vieux dogme ne comprennent pas justement qu'il y a plusieurs pH dans notre corps et qu'on ne peut pas mesurer le pH du tissu en faisant pipi sur des bandelettes. Ça, c'est niet. Merci beaucoup, Abdelaziz. Ça devait être dit et ça a été très bien dit. Et donc, je pense que ça clôture la question. Ben, il ne nous reste pas des heures, hein, donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on en vienne aux laits végétaux. Alors, est-ce qu'on peut débunker un truc au début et arrêter de dire laits végétaux parce que au-delà du fait que c'est risible, c'est même criminel parce qu'on a des parents, et ça, je vous invite à éplucher la littérature et les journaux, justement, et dans tous les pays, tu as énormément de gens qui sont jusqu'au boutiste, qui sont végans, mais vraiment à l'extrême, et qui finissent par nourrir leur bébé au biberon avec des laits végétaux, pensant qu'ils vont leur faire du bien, et ils finissent par les tuer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas constitué de la même manière. On ne va pas retrouver les protéines, on ne va pas retrouver tout un tas de choses qui sont dans le lait. Le lait est vraiment un produit qui est à part. On ne peut pas mettre dans le même panier le lait bio, comme on l'a dit, bien issu d'une vache qui a été nourrie de manière correcte, avec des jus par exemple, le pire des laits pour moi, ce serait le jus de soja. Ce n'est pas un lait, c'est un jus, voilà, autant qu'on se le dise. Je dirais même dans le cas du soja, je vais être même vulgaire, je vais dire que c'est de la pisse de soja, à cause des antinutriments, à cause du fait des OGM, etc. etc. Donc, vraiment, il ne faut pas se leurrer avec ça. Le seul lait que moi, d'ailleurs, je recommande à l'équipe de rugby, par exemple, que je suis à la mi-temps, par exemple, je leur donne du lait de coco parce qu'il y a du potassium, etc. etc. Et que là, oui, c'est vraiment un produit entier, sain, quand on le choisit bien. Mais les autres laits, j'ai vraiment un doute, et justement, notamment par rapport au lait de soja qui est vraiment en vogue. Ou on le choisit bien ou qu'on le fait soi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui fabrique à la maison, à la cuisine, un extrait de je n'ose plus maintenant. Attention, utiliser le mot lait végétal, ce n'est même pas légal, hein, donc c'est interdit. Vous ne voyez pas ça sur les emballages. C'est en plus, ça vient de l'anglais, hein, où on est un peu plus permissif. Mais qui fait son lait Il y a Chantal qui dit qu'elle fait elle-même. Et Chantal, dites-nous comment vous faites. Vous faites quoi là? Vous écrasez avec votre coude, vous avez un robot, dites-nous. Le temps qu'elle intervienne, je vais quand même souligner un point qui est vraiment important justement par rapport à ce lait de soja. Ce qui pose vraiment problème, c'est les isoflavones. Pourquoi? Parce qu'ils imitent les oestrogènes. Ils peuvent contribuer à des dominances des oestrogènes. Donc, il y a des études, et je veux dire, même on le mesure sur le terrain, ça crée énormément de problèmes à ce niveau-là.
Et je ne parle même pas du lait d'amande et de pois, etc., qui, eux, bon, on le sait, hein, ils sont inflammatoires, ils peuvent être problématiques suivant le profil des gens. Donc, est-ce qu'elle est avec nous, Chantal? Oui, Elle ben, a- Moi, je l'ai ah, la voilà. moi, je l'ai fait aussi, mais bon, c'est pas Chantal, hein, c'est Fabienne. Ah, oui. Je fais mes laits végétaux. En fait, je fais tremper, par exemple, des amandes. Je les fais tremper toute une nuit. Le lendemain matin, je les rince. Et ensuite, je les mixe avec un robot avec de l'eau de source. Et je vais rajouter un peu de cannelle, soit un peu de vanille. Et je filtre pour avoir vraiment le jus. Et après, ça se conserve 3-4 jours. Je mets quelques gouttes de citron de temps pour que ça se conserve, même 4-5 jours, ça se conserve au frigo. Et franchement, c'est super bon. Et le lait de noix de cajou est super facile à faire parce que la noix de cajou est très tendre. Donc, pareil, je la fais tremper toute la nuit. Ce sont bien sûr des aliments bio, hein, que je fais tremper, je les rince et après, je les mixe. Et franchement, c'est top. Je fais même une crème de noix de cajou avec du curcuma, du curry pour accompagner certains plats. C'est délicieux. Très C'est bien. pas long à faire. Hein. C'est clair qu'en termes gustatifs, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, ça peut être vraiment un joli truc à amener. Nous, là où ça nous pose problème avec Georges, c'est quand on le nomme lait et qu'on essaie de le faire passer pour un substitut du lait. Il n'y a pas de substitut. Ah non, j'appelle pas ça du lait. Voilà. Non, c'est vraiment un jus. C'est du jus de, Voilà, du jus de graines, on va dire. Du jus de graines. Mmh. Du jus d'amande, du jus de soja, du jus de noisette. Enfin, non, le soja, je ne le fais pas. Je fais Ouais, amande, méfiez-vous du noisette soja et quand même. cajou. Surtout pour les femmes, attention le soja. Quand il n'a pas été fermenté, etc. Donc, Mais si je généralement, je fais comprends tout. Je bien, fais si je comprends bien, on a moins de problèmes d'antinutriments avec le lait de… Merde. Le truc de coco, parce que c'est la chair de coco donc, qui est écrasée. Ouais, Pas, puis t'as le… ça n'a pas les mêmes inconvénients que les antinutriments qu'il peut y avoir dans les amandes. Mais si les amandes sont pelées, est-ce que les antinutriments sont enlevés? Si on les fait tremper, oui, tu vois, bah, les laisser 24 heures, etc., on va diminuer les antinutriments. Mais c'est un peu la même comment dire, critique que je faisais par rapport au fameux jus vert, hein, pour les gens qui en ont fait énormément avec notamment ces machines qui ont été vendues à l'appel et pour une fortune et qui consomment et surconsomment des jus verts avec tout un tas de différentes plantes qui mettent dedans. Le problème, c'est la concentration. De la même manière que moi, j'ai un problème avec les jus de fruits, je vais avoir un problème avec ces genres de concentration d'antinutriments. Tu comprends bien que prendre une poignée d'amandes et consommer un verre de lait d'amande, la concentration n'est pas la même. Et ça, c'est toujours pareil. C'est au niveau de l'interaction biochimique qu'il va y avoir avec nos cellules. Mais avec les fameux jus verts, j'ai constaté pas mal de problèmes de cristaux d'oxalate. Hein, il y a énormément d'oxalate. Donc, ça a l'air sympa comme aliment, mais à cause de l'amplification énorme des jus de persil, la quantité d'oxalate est colossale. Et alors, on ne s'étonne pas de voir chez ces gens-là une vessie irritable, hein, parce qu'il y a des cristaux qui irritent la paroi vésicale, de la conjonctivite, des yeux qui pleurent, etc. Tout ça, ce sont des oxalates. On peut doser l'oxalurie de 24 heures pour dépister ça. Geoffrey, c'est quelque chose que tu fais parfois, ça, l'oxalurie de 24 heures? Bien non, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude, mais honnêtement, moi, tout ce qui est jus vert, smoothie et autres, ils sont tellement déconseillés que je pense que n'est pas de patient qui touche à ça. Mais par Moi, contre, dans le diagnostic différentiel des conjonctivites ou des vessies irritables, parce que on peut trouver des excès d'oxalate chez des gens qui n'en consomment pas énormément, mais dont le microbiote intestinal a été décimé par des antibiothérapies massives, répétitives dans l'enfance, des enfants qui ont eu des otites fréquentes ou des problèmes qui ont conduit à l'ablation des amygdales, ce qui fait qu'on repère un peu ces problèmes-là dans les antécédents, notamment de la petite enfance.
Et ce sont des patients qui, à l'âge adulte, n'ont toujours pas récupéré certains micro-organismes qui ont été éradiqués pour toujours et qui utilisent l'acide oxalique comme carburant. Et notamment, c'est le genre Oxalobacter, et en particulier la bactérie Oxalobacter formigenes qui se nourrit d'acide oxalique. Si vous n'en avez pas, il ne vous faudra pas des tonnes de sources d'oxalate pour avoir ces problèmes-là. Donc, voilà, c'est des petits flags comme ça, histoire de grosses antibiothérapies, possibilité de ne pas avoir l'oxalobacter, alors qui peut être testé, évalué sur des analyses de sels sophistiquées comme on peut faire maintenant. Mais on peut aussi avoir une démarche plus clinique et subodorer un problème de ce côté-là. Et excusez-moi de vous interpeller. Concernant justement donc les amandes ou les noix, si on les fait fermenter de façon à ce qu'elles germent, est-ce que les antinutriments ne sont pas moins nombreux? C'est ce que fait Chantal, qui préfère se tenir au chat que d'intervenir en personne, mais visiblement, c'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu en penses, c'est ce qu'elle fait. Ou peut-être c'est ce qu'on conseille. En fait, on les fait diminuer. Je veux dire, c'est de la même manière que quand on fait les légumineuses. Tu sais que moi, je suis d'origine marocaine, donc les haricots, les lentilles et tout ça. Mais ma mère, moi, je la voyais tout le temps le préparer la veille pour le lendemain. Oui, je fais ça aussi. Donc voilà, je fais ça aussi. Bien trempé et tout. Mais est-ce que les gens le font? Je ne suis pas sûr. Et l'autre point qu'il faut vraiment souligner, c'est que quand on parle d'antinutriments, on parle aussi d'antagonistes. C'est-à-dire que c'est des éléments qui vont prendre la place d'autres choses. Et ça, en termes de médecine fonctionnelle, on sait que ça peut poser problème quand ils viennent se poser sur des récepteurs et qui empêchent d'autres éléments comme le zinc, comme le magnésium, les usual suspects, comme on les appelle, de venir faire leur travail. Donc, c'est à ce niveau-là que ces concentrations répétées, et c'est toujours le même truc, un petit peu de stress de temps en temps, un petit peu d'hormèse, ça ne va pas créer de problème, mais le fait d'être récurrent et de le boire tous les jours en pensant qu'on se fait du bien, comme l'ont fait beaucoup de gens avec ces fameux jus verts, eh bien, on s'est rendu compte que c'était un gros mythe et qu'au final, eh bien, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. En fait, nous, on appelle au retour au mode ancestral, pas pour rien, parce que de la même manière, pour le jus de fruits, le matin, là, on pense tous que c'est un truc santé. Quand on prend un jus de fruits dans un verre, on a combien d'oranges? Qu'est-ce que ça va donner au niveau du pic insulinique et tout ça? Donc, les choses sont bien faites. Quand on mange un fruit, on n'a pas envie d'en manger un deuxième. En général, je mange une orange et si j'en mange, c'est rare. Mais dès que j'en mange, je n'ai pas envie d'en manger 3 derrière. Donc, voilà, c'est toujours cette chose où il faut être prudent. Mais moi, je n'ai rien contre les légumineuses qui sont fermentées, le tofu, tout ça, si c'est de ça que vous vouliez parler. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais après, je pense que ça va être un des sujets du webinaire qu'on va faire avec Georges. C'est qu'en termes de nutrition, on ne peut pas faire de recommandations générales. Ça va toujours dépendre de la personne qu'on a en face de nous. On a des gens qui sont beaucoup plus sensibles justement à ces légumineuses et pour moi, pour eux, c'est peut-être pas conseillé de le faire. D'ailleurs, revenir à un lait cru plutôt que ce genre de lait-là, c'est peut-être plus judicieux que de prendre ce genre de jus et de penser que c'est un lait. On peut faire des recommandations, j'espère que ma connexion est bonne, qui de toute façon n'abîmeront absolument personne. Il n'y a pas d'extracteur accroché aux arbres. Dans le doute, les réponses sont dans la nature. C'est pour ça que je dis on ne boit pas ces calories, sauf quand on a un enfant, le lait, les crus, pas de souci. Mais déjà, ça règle une question du lait végétal. Les oléagineux, vous prenez une poignée d'oléagineux, on évite les noix de cajou, ce sont les plus riches en sucre. Si on est en phase, si on veut reprendre le pouvoir un peu sur sa glycémie, quand on est à son poids, pas de souci, c'est très bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on adore le lait de cajou, n'est-ce pas? On prend nos oléagineux, les graines de chanvre, on prend nos amandes, etc. On prend une poignée le soir, on les met dans son bol à tremper. On va dormir et le lendemain, on a sa petite poignée d'oléagineux qui va venir compléter notre satiété, nous apporter du bon gras, des fibres. Et bien sûr, on s'est assuré de rincer ça, mais on les a mâchés. Et ça, je pense qu'on peut affirmer que ce sera mauvais pour personne. En revanche, boire quelque chose
qu'on ne peut pas trouver dans la nature, qui va être concentré, sans parler du pic de glycémie derrière, et les jus, on va pas repartir sur le fructose, etc., avec le poison que peut être le fructose. La nature nous a apporté les antidotes que sont les fibres. D'accord, ralentissons cette arrivée de sucre dans le sang. Pardon, c'était mon… Caroline, tu as toujours le mot juste, parce que tu viens de dire on va dormir. Et David, tu n'es pas sans constater, David, on est plutôt à 100 minutes qu'à 90 minutes. Donc, il faut Tout à fait. clôture. Alors, moi, j'aimerais clôturer d'abord par une petite parenthèse, que tu parles un petit peu en quelques minutes, pas 10 minutes, hein, sinon ça va faire plus que 100 minutes. Webinaire du 15 février à 20h, quel sujet? Ah, exact. Je dois encore mettre ça sur pied. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun des intervenants qui est au courant à part moi. Et donc, vu que tous mes collaborateurs écoutent ces vidéos, puisque nous serons en replay sur ma chaîne YouTube, je leur fais un appel. Je voudrais, le 15 février, faire un webinaire thyroïde, cas clinique, et avoir plusieurs médecins. Bon, là, évidemment, on va se cantonner aux médecins, parce que c'est un sujet délicat où on parlera éventuellement d'hormones ou pas d'hormones, justement, notamment de T4 ou pas de T3. Et donc, thyroïde, cas clinique avec des cas vécus présentés par les différents médecins. Ça, c'est le mercredi 15 février. Et on a déjà le sujet du webinaire suivant où on va faire un nouveau appel à Abdelaziz qui sera en verve comme il est d'habitude. Et là, je sens qu'il va mener le débat encore plus qu'aujourd'hui parce que le titre de ce webinaire qui aura lieu le 15 mars, vous n'êtes pas sans savoir que les février ayant 28 jours, c'est les mêmes dates, mercredi 15 mars, quel est le meilleur régime? 90 minutes. Voilà le programme. Et puis, il y aura encore 5 autres webinaires, un par mois, mais pas dans les périodes de vacances. OK? OK, merci Georges. Bon, on va clôturer et je dirais même, on va proposer aux intervenants. Caroline, peux-tu commencer par dire ton petit mot de la fin? Bon, sans surprise, on ne boit pas assez calories. OK. Mais elle, c'est le mot de la fin, FAIM. Tu vois, c'est ça le problème avec Caroline. Les réponses de la nature, méfions-nous de tout ce qui sort d'une boîte. Donc, c'est laits végétaux qui n'ont de lait que le nom. Attention. Écrit sur la boîte. Attention. Et ma petite pensée du jour, puisque tout à l'heure, vous me disiez qu'il n'y a pas de vérité absolue dans la nutrition, je pense qu'il y en a certaines. Arrêtons de manger toute la journée. Je sais que c'est hors sujet, mais on est là aussi pour prêcher la bonne parole. Arrêtons de manger toute la journée et laissons notre glycémie tranquille. Voilà. Merci à toi. Geoffrey? Ben moi, je vais rebondir là-dessus. Il n'y aura pas de surprise non plus pour ceux qui me connaissent. Quand on se levait le matin dans nos cavernes, à part d'eau du ruisseau, il n'y avait rien en abondance. OK, merci, c'est clair, net et précis. Abdelaziz? Ouais, moi, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas en dire beaucoup plus. C'est juste un sujet qu'on n'a pas abordé, c'était les laits maternels, entre guillemets, vendus à la pharmacie. Mais bon, c'est un autre sujet. On avait discuté avec Georges qui aurait pris beaucoup trop de temps. Sinon, il me reste à vous remercier. Sucré, resucré, trisucré. Oui, sans compter le reste. Lire l'étiquette, je crois, en dit suffisamment. Hein, c'est effrayant. Voilà, il me reste à vous remercier pour cet échange. C'est toujours enrichissant et j'aime bien participer à ce genre de webinaire. C'est gentil de m'avoir accueilli. Avec un grand plaisir. Georges, tu veux dire un mot de la fin? C'est-à-dire non, parce que je l'ai dit au début, mon mot de la fin. C'est tout ce que j'ai dit au début. Voilà. OK. C'est bon. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.
et je compte sur vous pour le 15 février. Salut. Merci beaucoup. Merci. Goliath donne son aboiement final. Ah, Mais j'ai coupé le micro. Bonne soirée à tout le monde. merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.